Donc on va parler ici des séquelles troubles nutritionnels, avec un constat assez clair. 5 ans après le diagnostic du cancer, quasiment 50% des personnes ont une corpulence normale, 34 sont en surpoids, 16 en situation d'obésité et 3,2 ont une insuffisance pondérale. Alors tout ça c'est un peu flou parce que on peut très bien, on va s'attarder sur plusieurs troubles nutritionnels, la dénutrition d'abord et le surpoids ensuite qui peut être causé par certains traitements, mais on peut être en surpoids et dénutri et donc ça complexifie un petit peu l'ensemble. Donc la dénutrition c'est des complications fréquentes du cancer, essentiellement pour les cancers digestifs. Alors je crois que ce matin, avant que j'arrive, on a parlé du cancer du pancréas et des troubles que ça peut occasionner. Effectivement, cancer du pancréas, on a une malabsorption majeure et on se retrouve avec une dénutrition avancée très rapidement. Et il n'y a pas que le cancer du pancréas, il y a tous les cancers du tube digestif et ça commence par la bouche, la gorge. Et tous ces cancers-là provoquent une dénutrition de l'ordre de 40%, avec 60 à 90% sur les aérodigestifs supérieurs. Donc c'est majeur, là encore. Alors, la dénutrition, elle survient quand les apports sont insuffisants. Et les apports peuvent être insuffisants pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on n'a pas faim. Ensuite parce qu'on est rapidement rassasié, parce que la nourriture a un mauvais goût à cause des traitements. Et tout ça, ça contribue au fait qu'on mange moins et qu'on se dénutrit. Donc là, ce que ça provoque d'être dénutri, bien sûr, ça provoque une perte de poids, hein, ça on s'en rend tous compte, mais on a aussi une fonte musculaire qui par la suite peut entraîner des risques de chute majorés, parce que si on perd les muscles des jambes, dès qu'on se lève, on peut trébucher et tomber. Et une diminution de la masse grasse, mais en général, ça soucie moins à la fois les patients et les professionnels de santé, mais bon, ça va avec. Cette dénutrition, elle provoque aussi... Bon, je ne vais pas forcément suivre les diapos parce que c'est un peu pénible, mais vous les aurez de toute façon. La dénutrition, elle provoque aussi des troubles en lien avec l'immunité. C'est-à-dire que quand on est dénutri, on attrape très rapidement tout ce qui traîne. Et surtout, on résiste beaucoup moins bien au traitement. Ça peut même mener à ce que les radiothérapeutes, mais essentiellement les oncologues qui prescrivent des chimios, doivent arrêter le traitement. Et donc ça, c'est un vrai risque de perte de chance pour les patients. Alors, il y a des critères pour dépister la dénutrition. C'est les critères de l'HAS. Après, on les retient ou on les retient pas, peu importe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du moment où il y a une diminution des ingestats, les ingestats, c'est un terme technique pour nous, mais je pense que tout le monde le comprend. À partir du moment où il y a une diminution des ingestats, on peut commencer à s'alerter. Il ne faut pas attendre que ça se voit sur le bilan biologique, il ne faut pas attendre que ça se voit sur la balance. Dès qu'il y a une diminution des quantités consommées, il faut absolument réagir tout de suite. Alors bien sûr, c'est un rappel, hein, les besoins alimentaires journaliers dépendent de l'âge, de l'activité physique, de la taille. On connaît tous l'IMC et à quoi ça sert. Et cette dénutrition, elle arrive très rapidement, et plus rapidement, je suis désolée, je n'arrive pas à gérer les micros, elle arrive d'autant plus facilement que le cancer peut parfois provoquer un hypercatabolisme qui fait que même si on mange la même quantité, on se retrouve à avoir des apports insuffisants. Donc les patients me disent, ben moi je mange exactement comme avant et pourtant je perds du poids, donc qu'est-ce qui se passe? Ben oui, il faudrait manger davantage, mais ce n'est pas toujours possible. Donc il y a la diminution des ingestats et la malabsorption de certains cancers. Donc la malabsorption qui est en lien avec la macronutrition comme la micronutrition. Pardon. Et notamment dans le cancer du pancréas, je suis désolée, je suis arrivée après, donc je n'ai pas entendu ce qui a été dit, mais il faut bien
prescrire les quantités suffisantes d'enzymes pancréatiques, parce que souvent, quand il y a un cancer pancréatique et qu'il n'y a pas d'enzymes en quantité suffisante, les patients sont vraiment impactés dans leur qualité de vie, ils ne peuvent pas sortir de chez eux parce qu'ils ont peur d'avoir des diarrhées incessantes, etc. Donc c'est vraiment une altération majeure de la qualité de vie. Donc il faut bien penser à ces enzymes pancréatiques et bien penser à l'adressage envers les diètes pour qu'elles arrivent à expliquer tout ça aux patients et adapter l'alimentation quand c'est nécessaire. Donc plus la prise en charge est précoce et mieux on arrive à réguler la dénutrition, bien entendu. Défaut de cicatrisation, diminution de l'immunité, arrêt des traitements, je l'ai déjà dit, désolé. Et une altération majeure de la qualité de vie en dénutrition, bien entendu. Alors, quand s'interroger, dès le début, l'état nutritionnel doit être évalué tout au long du traitement, mais même avant, parce qu'on peut être très bien en situation d'obésité avant et dénutri, je l'ai déjà dit. L'obésité sarcopénique, c'est quelque chose qu'on connaît bien à présent. Et donc, on évalue l'état nutritionnel tout au long du traitement. Les facteurs nutritionnels peuvent avoir un impact, mais après, anticiper, je vous l'ai dit dès le début, pour avoir de meilleurs résultats. On repère et on évalue grâce à l'IMC, mais ce n'est pas toujours suffisant, d'où l'intérêt d'adresser une diète qui va pouvoir faire un bilan de ce qui est réellement consommé et une évaluation des apports en protéines, en glucides, en lipides, et faire en sorte qu'on rééquilibre éventuellement pour ne pas zapper les nutriments essentiels. Bien sûr, la psychologie a un rôle, puisque si on accompagne les patients, qu'on arrive à les aider à gérer leur anxiété, ils auront bien entendu moins de difficultés à manger et à s'alimenter. Et on les accompagne, et bien entendu, toutes les personnes qui sont autour des patients, que ce soit le portage de repas à domicile, que ce soit l'aide à domicile, la famille, les infirmiers, les kinés, les orthophonistes, tout le monde peut alerter sur le risque nutritionnel et dire mon patient, il ne s'alimente pas suffisant, il faut tout de suite s'en occuper. Les questions à poser sont assez simples. On a tous fait en sorte d'avoir 3-4 questions qu'on peut tous poser. Est-ce que vous avez une perte ou une prise de poids au cours des 6 derniers mois? Est-ce que vous avez des troubles digestifs, nausées, vomissements, diarrhée? Est-ce que vous avez des troubles de la déglutition ou de la mastication? Puisque bien sûr, ça a une incidence à la fois sur les apports, mais aussi ensuite sur l'absorption. Et est-ce que vous avez modifié votre alimentation depuis le diagnostic? On connaît tous des patients qui ont un cancer et qui se mettent à faire des régimes fantaisistes qu'ils ont trouvés sur Internet et de consommer des compléments alimentaires pas forcément prescrits par leur médecin et dont les médecins ne sont pas tous au courant. Donc ça, il faut bien prendre le temps de poser la question. Les CNO, ça c'est sur prescription, les compléments nutritionnels oraux, ou une modification des habitudes alimentaires. J'ai arrêté de manger du sucre parce que le sucre nourrit le cancer. Enfin, voilà. Ce genre de choses que vous avez tous, je pense, entendu, qu'il faut essayer de parvenir à débunker rapidement parce que sinon, ils se dénutrissent encore plus. Et souvent, c'est l'entourage en plus. C'est même pas toujours les patients, mais c'est l'entourage qui dit « Ah non, arrête de manger ci, arrête de manger ça » et au final, ils ne mangent plus rien. À partir du moment où on a dépisté la dénutrition, il y a plusieurs étapes. D'abord, on commence par enrichir l'alimentation. On rajoute du gras, on rajoute des protéines quand on peut. Ensuite, et seulement ensuite, on passe aux compléments nutritionnels oraux, en prenant bien la peine de dire qu'il faut les prendre en dehors des repas, parce que sinon, ça empêche les apports alimentaires normaux. Et ça, on en a besoin quand même, parce que ça reste des compléments nutritionnels. Ça ne remplace jamais l'alimentation. Donc, c'est des choses qu'il faut mettre entre les repas et à distance des repas pour pas que ça interfère avec. Et en dernier recours, la nutrition artificielle, d'abord entérale tant que le tube digestif est fonctionnel et ensuite parentérale si on doit. Alors, est-ce que sur la prochaine... Ah non, mince, j'ai pas fait comme les collègues un agrandissement de la première partie avec les repérages. Mais on voit ici que du coup, c'est dès qu'on
dès qu'on se rend compte qu'il y a un souci, on doit le prendre en charge, mais que dans l'absolu, il faudrait même s'en occuper dès l'annonce. Voilà, vous allez avoir un cancer de la sphère ORL, ça risque de provoquer ça, ça et ça. À partir du moment où vous n'arriverez plus à manger, on va peut-être être obligé de vous poser une sonde nasogastrique. Tout ça, il faut l'anticiper. À partir du moment où on en parle au patient dès le départ, c'est moins stressant pour lui que de se voir du jour au lendemain imposer, parce que c'est comme ça qu'ils le vivent, une sonde nasogastrique ou une nutrition parentérale. Donc dès le début, je sais qu'il y a beaucoup de choses déjà à faire en consultation d'annonce, mais il faudrait aussi envisager cette chose-là et le recours à la nutrition artificielle pour les cancers, tout ce qui est digestif, tout ce qui est ORL, essentiellement. Ensuite, vous les aurez, les slides, donc, parce que là, c'est illisible pour moi, cette distance-là. Pour vous, je ne sais pas, mais du coup, c'est les arbres décisionnels classiques de la façon dont on prend en charge les patients dénutris. Le deuxième volet des troubles nutritionnels, c'est le surpoids et l'obésité qui peuvent préexister ou survenir au décours des traitements. On a parlé hormonothérapie ce matin. L'hormonothérapie a la fâcheuse tendance de provoquer chez certains patients. Alors 30%, donc il ne faut pas non plus leur dire que systématiquement ils vont prendre du poids, parce que sinon vous minimisez le nombre de patients qui ont envie de les prendre. Hein, déjà qu'ils se sentent forcés sur un traitement qui va durer 5 ans, donc si on peut avoir l'adhésion, c'est quand même mieux. Donc voilà, 30% des patients peuvent avoir une prise de poids. C'est pas systématique, mais ça s'encadre aussi et ça se prend en charge. Et essentiellement, bien sûr, c'est une prise de masse grasse. Hein, c'est rarement une prise de masse musculaire. Du coup, c'est quand même un souci. Donc, voilà encore une définition de l'HAS. Sur l'obésité sarcopénique, on peut être en surpoids et ou en obésité et ne pas avoir suffisamment de muscles. La sarcopénie, c'est un muscle qui est à la fois diminué en taille, mais où il y a un médecin ce matin qui en parlait, qui peut que les muscles peuvent devenir persillés, enfin un peu comme la viande avec un peu de gras au milieu. Du coup, ça fonctionne moins bien. Et donc, il y a des troubles fonctionnels et des troubles de la diminution du muscle en lui-même. Dans les deux cas, le problème va rester le même. On est sur une dénutrition protéique. Encore les critères de l'HAS, avec la perte de poids supérieure à 5% en 1 mois ou 10% en 6 mois, ou 10% du poids avant le diagnostic. Donc tout le monde peut dépister, ça j'ai dit, infirmière, kiné, orthophoniste, aide-soignant, etc. En résumé, donc, troubles de la mastication, la déglutition, système digestif altéré, tous les troubles digestifs qu'on peut rencontrer, l'état psychologique bien entendu, avec les troubles du comportement alimentaire, il y a donc les patients qui suppriment tout, il y a ceux qui compensent beaucoup. Dans tous les cas, on est mené à des problèmes nutritionnels. Là, il a indiqué une diminution des GSTA pendant 5 jours ou une perte de poids rapide et involontaire doivent conduire à une évaluation approfondie de l'état, donc de l'état nutritionnel. Donc on n'hésite pas à adresser à des diététiciens. Il y a le parcours global post-cancer dont on a parlé, mais il n'y a pas que ça. Donc on a dit oncodiète avec les tarifs négociés, mais la plupart des mutuelles prennent en charge les consultations diététiques. Donc il ne faut pas hésiter. Enfin, je veux dire, quand je dis la plupart, c'est 85-90%. Ils en prennent peut-être 3 à 5 dans l'année, mais bon, c'est toujours une base et ça permet quand même de dépister pas mal de choses. Il y a des échelles d'évaluation analogiques ou numériques. On peut faire aussi de la même façon. Entre 0 et 10, comment est-ce que vous mangez par rapport à avant la maladie ? 1, pas du tout. 10, exactement comme avant. Et en deçà de 7, on commence à se dire qu'il y a un souci. Ou se former. Alors, il y a des DU, nutrition clinique métabolique, nutrition en cancérologie, etc. Des formations en oncodiète. C'est important de s'adresser plutôt à des diètes qui sont spécialisées en onco, parce qu'il y a quand même des spécificités à la maladie cancer. Et ça fait partie
de choses qu'on n'apprend pas dans les études de base, on va dire, des diètes. Donc il faut qu'on ait des formations complémentaires et il en existe plusieurs. Je vous remercie. Donc bonjour à tous, je suis Frédérique Marin, je suis infirmière, sexologue clinicienne et je travaille dans un centre de lutte contre le cancer à Nice. Et avant de débuter, je voulais juste en tout cas remercier Isabelle et Milena pour le très beau travail qu'elles ont fait autour de cette journée de formation. Parce que merci beaucoup, ça a été vraiment voilà, un bel échange qu'on a pu réaliser ensemble à la suite de nos différents travaux. Et puis surtout, un beau support qu'elles nous ont en tout cas préparé. Et c'est vrai que ça a été très agréable en tout cas de les avoir comme aide. Alors parler de la santé sexuelle pour nos patients, c'est parler de toute cette prise en charge qui est importante dans la qualité de vie. Donc on l'a vu ce matin, Monsieur Bendian a bien expliqué sur le fait que nos patients avaient vraiment des séquelles liées à ces troubles sexuels. Alors il est vrai que ça paraît évident quand on voit que plus d'un patient sur 2 après un cancer de la prostate à 5 ans a des troubles liés à la sexualité, mais pour autant on a vu qu'au travers de cette étude, les patients qui étaient atteints d'un cancer de la thyroïde, voire même du mélanome, un patient sur 5 après un cancer de mélanome a des dysfonctions sexuelles 5 ans après le diagnostic de cancer. Donc on voit bien que c'est une problématique qui va concerner pratiquement tous nos patients et pas uniquement les patients qui ont eu une pathologie liée à la sphère génito-pelvienne. Alors quand on parle de troubles sexuels, on parle d'une altération de la qualité de la santé sexuelle. La santé sexuelle, qu'est-ce que c'est? C'est un état de bien-être, qu'il soit physique, mental, sociétal, émotionnel, qui est relié à la sexualité et surtout qui ne se limite pas uniquement à avoir des rapports sexuels. La santé sexuelle, c'est vraiment quelque chose qui est important dans la prise en charge globale. C'est une composante de la vie, c'est quelque chose qui est en lien vraiment avec cette qualité de vie, aussi bien relationnelle, et qui est important et qu'on va distinguer, nous, dans le domaine de la cancérologie, par rapport aux prises en charge traditionnelles, avec, bien entendu, les troubles qui vont être liés par rapport aux dysfonctions sexuelles. Les dysfonctions sexuelles, c'est quoi? Ça va être, d'une part, les troubles du désir. Alors, en cancérologie, les troubles du désir, c'est ce qu'on va appeler plus communément j'ai pas de libido, je manque de libido. Alors, là, j'ai mis entre parenthèses quand même à ne pas confondre avec j'ai mal. Parce qu'on voit bien que, en tout cas dans mes consultations, quand j'ai une patiente, la plupart du temps, quand elle arrive, elle va me dire « Ah ben vous savez, j'ai plus de libido, j'ai plus de désir ». Au bout de 5 minutes, quand on a un peu creusé au niveau de l'évaluation, on se rend compte que c'est une patiente qui, à la suite de la chimiothérapie ou de l'hormonothérapie, a des sécheresses vulvovaginales, qu'elle a mal lors des rapports. Donc c'est vrai que essayer de traiter un trouble du désir, si au départ on ne règle pas une problématique organique, c'est quelque chose qui va être différent. On va retrouver tout ce qui va être lié aux troubles de l'excitation, la lubrification chez les femmes, les troubles de l'érection chez l'homme, les troubles de l'organe, c'est-à-dire la notion de ne pas avoir de plaisir, les douleurs, ce qu'on appelle nous les dyspareunies. Et souvent, tous ces symptômes, ils sont quand même intrinsèquement liés. C'est pas souvent un seul symptôme, ça peut être quelque chose qui va être une composante, qui va être reliée l'un avec l'autre. Et pour autant, c'est souvent des symptômes qui sont peu ou pas exprimés par les patients, et puis qui sont peu ou pas demandés par les soignants. Alors, nous, on s'est appuyé justement sur un référentiel que vous avez dans le bas des diapos, qui est le référentiel qui a été fait au niveau des experts à la demande de l'INCa pour donner en fin de compte comme objectif un document qui va permettre aux soignants de repérer et d'accompagner les besoins des patients en santé sexuelle. Parce que c'est vrai que quand doit-on s'interroger? On voit bien que les experts, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut en parler dès l'annonce du diagnostic. Alors on sait très bien que c'est pas au moment de l'annonce que le patient il va être sensibilisé à sa fonction sexuelle. Là, il vient d'avoir l'immeuble qui lui tombe sur la tête, on vient de lui dire et de lui annoncer qu'il a un cancer. C'est pas à ce moment-là que la santé sexuelle pour lui va être important. Mais c'est quand même important dès l'annonce de lui en parler parce que ça lui donnera la possibilité par la suite de se dire c'est vrai
que j'ai la possibilité, en tout cas, d'en parler, que dans cet établissement, on me donne cette possibilité d'en parler, parce que de lui-même, le patient n'en parlera pas. Il va toujours penser que la priorité, ce sont les traitements, c'est la prise en charge de sa maladie, et puis se dire, si j'en parle, pour qui je vais passer. Mais à partir du moment où, dès l'annonce, on lui dit, durant vos traitements, vous savez, il y a des patients qui peuvent avoir des problématiques, vous savez que vous pouvez rencontrer telle ou telle personne, ça permet, le moment venu, de se dire, mais tiens, au fait, on m'en a parlé, je sais qu'on peut me donner cette possibilité dans cette prise en charge. Alors, bien entendu, tout va se faire tout au long des traitements. Ça se fait dans l'après-cancer et il ne faut pas oublier aussi la phase palliative. Ça, c'est quelque chose de très important. Je donne toujours un peu cet exemple d'une patiente qui est arrivée une fois en ma consultation. Le brancardier est arrivé avec la chaise roulante. La patiente qui arrivait, qui était en fin de vie et qui me dit, en fin de compte, je viens vous voir parce que j'ai besoin. Je sais qu'il me reste plus beaucoup de temps, mais je viens vous rencontrer parce que j'ai besoin de renouer avec mon compagnon et je ne sais pas comment le faire. Et donc, on voit bien qu'à un moment donné, tout au long du parcours de soins, on doit prendre en charge ces troubles qui sont liés à la sexualité. Alors, il faut anticiper. On attend, le patient, il attend qu'on lui en parle. On l'a vu, ça c'est important parce que dans ce domaine, c'est le soignant qui doit tendre la perche, qui doit avoir vraiment une attitude qui va libérer un petit peu cette parole. Bien entendu, en s'appuyant sur ce qu'on appelle les 3 piliers indispensables, les 3 piliers de la vie sexuelle. Qu'est-ce que c'est ? C'est le côté psychologique, le côté affectif, identitaire, cognitif, le côté biologique et le côté environnemental. Parce que, bien entendu, en fonction de sa culture, en fonction de sa religion, en fonction de son pays, on n'a pas la même relation, la sexualité, qu'une personne ou une autre. Donc les points de vigilance, c'est vraiment de repérer et d'évaluer en fonction des troubles. Encore faut-il savoir quels sont les points de repérage, quels sont les troubles, de bien les avoir identifiés au préalable pour que le professionnel de première ligne, il puisse lui-même solutionner déjà une prise en charge qui va être simple. Des sexologues, on n'est pas nombreux. Donc c'est vrai que dans un premier temps, si on peut, avec des conseils simples, pouvoir informer, pouvoir rassurer, comme je dis des fois, il suffit d'écouter le patient, d'écouter la patiente et puis des fois dans des consultations simplement de dire écoutez, c'est normal, une patiente qui a eu une mammectomie, qui est en train de faire sa chimiothérapie, qui a perdu ses cheveux, qui a perdu les poils au niveau du pubis, elle a son image qui est complètement altérée, si elle a plus de désir, on a envie de dire c'est aussi normal, il y a un temps pour tout. Donc de rassurer, des fois, c'est un élément qui est indispensable et on n'a pas besoin d'orienter vers une sexologue ou un sexologue pour accompagner le patient dans cette démarche. Encore faut-il avoir justement fait cette évaluation, avoir justement repéré ces troubles. Donc dans le repérage, on a ce qu'on appelle effectivement ces troubles anticipés, c'est-à-dire qu'on sait que tel ou tel prise en charge va induire des troubles. On accompagne, par exemple, moi, dans le cadre de la curithérapie, j'accompagne des patientes. On sait très bien qu'une patiente qui va avoir de la curithérapie, il y a un risque de sténose vaginale qui est important. Dès l'annonce du diagnostic, on va lui expliquer qu'elle va rencontrer, après les traitements, une sexologue pour lui expliquer au niveau de la rééducation vaginale, à l'aide de dilatateurs, comment ça s'organise. Donc tout ça, c'est de l'information qui est simple, qui peut être faite par tout professionnel de santé. Et puis après, bien entendu, il y a tout ce qui va être les troubles qui vont être exprimés, où là, il va y avoir une vraie évaluation, savoir au niveau du symptôme, est-ce qu'il est primaire, est-ce qu'il a toujours été présent dans la vie de la personne. On ne va pas non plus régler en quelques séances peut-être un problématique qui était là, sous-jacent depuis très longtemps, mais c'est vrai que ces consultations, ça permet aussi à ces patients de libérer et de pouvoir exprimer des violences sexuelles. On se rend compte que bon nombre de nos patientes ont vécu dans leur enfance, dans leur adolescence, une violence, que c'est au moment de ce diagnostic de cancer qu'un petit peu tout ressurgit. D'où l'intérêt de parler simplement et puis de pouvoir à un moment donné évaluer, repérer et puis orienter. Donc c'est vrai que par rapport au travail qu'on a fait, on s'est dit au niveau de la santé sexuelle, sur quel point il faut être vigilant. Donc on a vu qu'on avait vraiment des facteurs contributifs, ça va être des facteurs qui sont d'ordre biologique, des facteurs environnementaux, des facteurs relationnels, des facteurs qui vont être tous ces troubles sexuels purement identifiés, de telle sorte à pouvoir accompagner les patients. Alors, dans l'aide pour les professionnels, on a rédigé des logigrammes
qui ont permis justement de pouvoir accompagner la personne en fonction des problématiques. Donc c'est vrai qu'on a réalisé 2 logigrammes. On a fait un logigramme, un pour les hommes, un pour les femmes. Donc on s'est axé vraiment sur la notion de sexe biologique et physiologique. On n'était pas là pour être dans la notion de genre. Ça, c'est une autre dimension. La notion de genre, c'est vraiment la distinction culturelle entre les rôles sociaux, les attributs et les identités psychologiques des hommes et des femmes. Là, on était vraiment dans une donnée vraiment biologique et physiologique. Donc, un logigramme pour les femmes, un logigramme pour les hommes. Donc l'intérêt, c'est de vous faire simplement un petit exemple avec les logigrammes pour les troubles sexuels chez les femmes, parce qu'il est vrai que toutes les séquelles peuvent être identifiées, même comme je vous l'ai dit au préalable, ça reste quelque chose qui est des fois un petit peu complexe parce que c'est difficile de distinguer les troubles du désir par rapport aux dyspareunies parce que c'est vraiment lié. Mais c'est vrai que au niveau des facteurs, selon tel ou tel facteur, on va pouvoir donner déjà des conseils qui peuvent être pratiques. Donc vous les avez, vous avez les supports, de telle sorte à vraiment pouvoir suivre effectivement quel peut être l'intérêt. Et on voit bien que par rapport à des problématiques d'ordre organique, on sait très bien que telle chimiothérapie va pouvoir induire telle ou telle problématique. On va pouvoir anticiper, proposer un lubrifiant ou tout ce qui va être lié à la sécheresse vulvovaginale. C'est quelque chose qu'on peut prescrire, qu'on peut recommander en tout cas, ou orienter vers un médecin ou un sexologue s'il est nécessaire. En ce qui concerne tout ce qui va être troubles liés à l'excitation, là c'est pareil, on va pouvoir s'appuyer en tenant compte justement de tous les facteurs contributifs pour pouvoir orienter et donner les conseils qui vont être les mieux adaptés au niveau du patient. Donc c'est vrai que là-dessus, au niveau des douleurs, c'est important d'anticiper, d'en parler. S'il y a une vraie souffrance, il faut toujours orienter de toute façon vers un médecin spécialiste en santé sexuelle qui saura écouter le patient, lui donner les bons conseils et puis se dire qu'à un moment donné, si on arrive à une fin de prise en charge, c'est qu'on a fait le job. En ce qui concerne les hommes, donc on est pareil sur les pertes du désir sexuel. On va être dans les cas de troubles de l'érection, les troubles aussi de l'éjaculation, les troubles de l'orgasme. On sait que par exemple un patient qui a un cancer de la prostate va avoir une éjaculation sans éjaculat et c'est quelquefois déstabilisant pour un patient d'éjaculer mais de ne pas avoir d'émission de sperme. Et c'est vrai que s'il n'a pas été informé au préalable, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Ça peut créer vraiment chez lui une détresse, d'où l'intérêt d'avoir cette notion d'information au préalable par rapport à ces risques anticipés. Donc on voit bien qu'au niveau des séquelles, on a vu qu'elles peuvent être associées, qu'elles nécessitent vraiment une approche globale et que les professionnels qui vont être les plus concernés, ce sont bien entendu les professionnels qui vont être autour du patient dans le cadre du soutien psychologique. Ça va être les urologues, les gynécologues bien entendu, les sexologues, les sages-femmes et puis on travaille beaucoup avec les socio-esthéticiennes. Ça c'est quelque chose qu'on l'on fait du point de vue en tout cas culturel nous dans notre établissement parce que c'est vrai que la socio-esthéticienne souvent c'est la personne qui est le plus proche du corps du patient. C'est elle qui va pouvoir parler avec la patiente ou le patient, être au contact de la personne, pouvoir lui exprimer un petit peu aussi les problématiques liées aux sécheresses. Mais ça va bien au-delà de ça, parce que c'est quelqu'un qui est proche au niveau du bien-être du patient. Et c'est vrai que c'est un vrai travail de collaboration avec les socio-esthéticiennes qui ont une place vraiment prépondérante dans ce parcours de soins. Donc on voit bien que l'exercice du droit à la prise en charge de la santé sexuelle, ça reste encore problématique de nos jours en cancérologie. Il y a en tout cas peu de connaissances et beaucoup de croyances. Et tout ça, ça donne un sentiment quelquefois de tabou, aussi bien de la part des patients que de la part des soignants, et qu'il faut vraiment sensibiliser tous les soignants justement à avoir cette sémantique qui va être uniforme. Quand je vous ai parlé de dyspareunie, de troubles du désir, de la notion de j'ai mal, de tout ce qui va être lié à la lubrification, à l'érection, il faut poser des mots à un moment donné. Il faut qu'on ait tous ce discours identique pour poser des mots, pour rassurer le patient et l'informer. Et ça, c'est important. Et tout ça, ça ne peut se faire, bien évidemment, que si on
on est suffisamment formé et informé. Donc, où se former? On a le webinaire, Isabelle en a parlé. Il y a le DU d'oncosexo qui se fait sur 2 ans. Il y a le DU donc de sexologie et de médecine sexuelle, c'est ce que j'ai fait moi, qui se fait sur 3 ans. Donc, il y a la faculté de Nice, il y a la faculté sur Marseille-Montpellier. C'est 3 ans d'études, mais c'est ce qui permet vraiment un accompagnement de façon pluridisciplinaire auprès des patients, en ayant vraiment comme objectif cette santé, cette prise en charge en santé sexuelle. Donc au niveau des outils, on a beaucoup d'outils. La préservation de la santé sexuelle et cancer, comme je vous ai dit, c'est vraiment un outil qui est très intéressant. Donc pour ceux que ça intéresse d'approfondir un peu ce domaine d'expertise, d'aller regarder, il est bien fait. C'est vraiment des experts qui ont essayé de rédiger un document destiné aux professionnels de santé pour repérer, aider et déjà traiter dans un premier temps. Donc on voit bien qu'en résumé, les troubles sexuels, c'est tout ce qui a trait à cette notion du corps, que tout ça s'appuie sur les 3 piliers, le psychologique, le biologique, l'environnemental, que les peurs, les craintes, les dysfonctions des malades et des couples, ça doit être vraiment accompagné, qu'on peut avoir vraiment des conseils qui soient vraiment pratiques, qui sont personnalisés, qu'en tout cas, le droit à la sexualité, c'est un devoir pour nous, en tant que soignants, d'en parler à nos patients. Les patients, après, ils en font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, on a le devoir d'en parler. Parce que c'est vrai qu'on sait que les patients n'en parleront pas peut-être spontanément, mais qu'en tout cas, c'est à nous de leur tendre la perche, parce qu'on a vu qu'au niveau de ces études comme Vican, ça reste un élément qui laisse des séquelles, qui perturbe un couple, qui permet à des patients de ne plus être en accord avec eux-mêmes, et que c'est important en tant que soignant, en tout cas, de pouvoir avoir les premiers gestes, les premiers conseils, l'écoute active pour orienter éventuellement dans un second temps vers des sexologues, mais on n'est pas nombreux, donc c'est vraiment le rôle de tout soignant, en tout cas, d'avoir cet exercice au droit à la santé sexuelle. Merci à vous. Bon, déjà, bonsoir à tous. Je crois qu'on peut le dire, on est ravis, Cécile et moi, aujourd'hui d'intervenir dans le cadre de l'aide au repérage des séquelles et notamment la question de l'altération de l'estime de soi. Alors, il faut savoir qu'au départ, on n'était pas parti sur ce terme-là, sur cette notion. Initialement, on nous a demandé de travailler sur la question du déficit de l'intégrité psychique. On va le dire, unanimement, on n'était pas du tout à l'aise avec ce terme. Et du coup, on a travaillé initialement sur quelle notion pourrait un petit peu évoquer tout ça. Et surtout, on a essayé de chercher ce qu'on avait dans notre pratique au quotidien comme mot de nos patients. Et on s'est rapproché de la question de l'estime de soi. Il faut savoir que dans notre groupe, on était plusieurs. Il y avait donc une socio-esthéticienne, on avait une coordinatrice psychologue au réseau d'ILUP, on avait également une chef de projet dans l'aide à la reprise à l'emploi et on était aussi 2 psychologues. Donc on était, on va le dire, des personnes tout le temps au contact des patients. Et on avait vraiment à cœur de représenter à la fois le côté psychique, mais pas que, beaucoup le corps. Et surtout, ce qui a été difficile pour nous, c'est de trouver une notion dans laquelle on pouvait vraiment mettre en avant l'interaction entre le corps et le psychique. On a pris l'initiative dans notre groupe de faire passer un questionnaire. Alors peut-être que certains l'ont vu passer. C'est un questionnaire à destination des personnels de santé. On a interrogé 193 personnes et même si pour la majorité, c'était la question de la manière de parler de soi qui venait en avant, on avait surtout toute cette notion du rapport au corps, de l'image corporelle qui était en avant. Et c'est tout le propos d'aujourd'hui, c'est d'essayer de faire un petit pas de côté parce que c'est pas que cette image du corps qui vient définir l'estime de soi. Et on a trouvé la définition de Barbeau et ses collaborateurs sur le fait que l'estime de soi, c'est vraiment une histoire de sentiments, d'attitude. C'est le vécu du patient à l'égard de lui-même. Et on a vraiment eu à cœur de mettre en avant cette question de la singularité de sa propre perception sur lui.
Vous l'aurez compris, je pense, sur la journée, qui que vous soyez, quel que soit votre métier, quelles que soient vos aspirations, vos centres d'intérêt auprès des patients, l'idée, c'est que tout le monde, on est tous en capacité de venir écouter l'autre. On a tous en consultation, je pense, déjà vu ce patient très coquet, toujours séduisant, toujours souriant, toujours avenant avec nous, presque à venir nous rassurer pour nous dire qu'il va bien. Et on a aussi ce patient beaucoup plus discret qui dira pas grand-chose à part quand on lui pose des questions. L'idée, c'est que vous ayez en tête que quelle que soit l'attitude qu'il a, ce qui est important, c'est est-ce que lui est en adéquation avec cette attitude-là? Et est-ce que ça lui coûte? Est-ce qu'il nécessite beaucoup d'énergie pour pouvoir être à l'image de ce qu'il était peut-être avant? Vous l'aurez compris, la perception et le regard de soi, ça va évoluer toute notre vie. Je pense qu'on peut tous soi-même se poser la question sur notre propre estime de nous-mêmes, là, maintenant, tout de suite. Et la maladie, forcément, va venir l'impacter et forcément, probablement, la potentialiser. Il est vraiment important de venir interroger le regard que le patient porte sur lui-même. Et évidemment, d'être à son écoute. Et je crois que je finis sur ça avant de passer à Cécile, mais n'oublions pas quand même que quel que soit le type de cancer, la question de l'altération de l'estime de soi, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit. Et c'est pas forcément quelque chose qui a une trace sur notre corps. D'où l'important de questionner et d'écouter à ce sujet. Merci Julie pour ces propos introductifs. C'est vrai que ça a été une véritable aventure, ces travaux sur les séquelles de l'estime de soi. Et vraiment, je tiens à remercier particulièrement Isabelle et puis également le docteur Fugliarini parce que en tant que socio-esthéticienne, soins de support non reconnus encore par l'INCa, merci vraiment de nous permettre à cette profession d'avoir pu intégrer ces travaux. Je tenais vraiment à saluer Isabelle et le docteur Fugliarini de permettre ça dans cette aventure depuis 2 ans. C'est vrai que moi aussi, ça m'a fait beaucoup cheminer en tant que professionnelle de la socio-esthétique pour qui le sujet de l'estime de soi fait partie vraiment intégrante de mon travail au quotidien. Et en effet, l'estime de soi, c'est pas seulement l'image de soi. Et vous l'aurez compris déjà avec ce que tu viens de dire, Julie. Et c'était un petit peu le message qu'on voulait vous faire passer cet après-midi lors de cette présentation. Donc je vais vous présenter le logigramme sur lequel on a travaillé. Donc encore une fois, on retrouve 2 types de troubles, donc les troubles anticipés et les troubles exprimés. Donc les troubles anticipés, c'est ce que évoquait aussi Frédéric Marin dans sa présentation précédente. C'est tout ce que le patient ne va pas forcément pouvoir nommer ou dire au moment de l'entretien avec nous, professionnels de santé. D'où le fait, et là aussi, d'aller vers le patient et de venir le questionner sur son rapport au corps, sur son rapport à son image. Et c'est là encore aussi de notre responsabilité en tant que professionnel de santé d'aller questionner ces sujets, puisque là aussi le patient ne se sent pas forcément légitime de venir parler de l'estime de lui-même après une telle maladie comme le cancer, après tous ces traitements qu'il vient de passer. Parler de l'estime de soi, ça peut paraître secondaire, ça peut paraître futile. Notamment auprès de son oncologue, de son radiothérapeute, en effet, c'est pas forcément des paramètres qu'ils vont pouvoir oser aborder. Et donc, nous, en tant que soins de support, en tant que soignants, c'est de pouvoir libérer cette parole, de pouvoir aller vers le patient et de le questionner sur ce sujet.
L'autre trouble, donc comme on le nommait, le trouble exprimé par le patient, où on va avoir par contre des patients qui vont pouvoir en effet nommer les choses avec plus d'aisance et de facilité sur cette difficulté au niveau de cette altération de l'estime d'eux-mêmes. Ça va être aussi parfois les proches ou les aidants. Moi je travaille en effet également sur le Centre régional de lutte contre le cancer Antoine Lacassagne, mais également sur l'Institut Mozart, qui est un centre de soins oncologiques de support, où on va recevoir les proches aidants, et des fois en effet ça va être cette personne ressource qui va pouvoir nommer aussi ce déficit de l'estime de soi chez le compagnon, chez la compagne. Bien évidemment, on pourra se référer aussi à la fiche qui a été élaborée avec le DSRC, qui va pouvoir aider à repérer cette problématique de l'estime de soi. Donc là aussi, on ne va pas redire les choses, mais bien évidemment, c'est quelque chose qui s'évalue tout au long du parcours de soins, bien évidemment, et particulièrement aussi dans l'après-traitement. Et c'est aussi une notion sur laquelle on voulait insister avec Julie, puisque l'altération de l'estime de soi, des fois, va apparaître, et bien souvent même va apparaître un petit peu à retardement. En fait, c'est souvent une fois les traitements terminés, une fois que le médecin oncologue va annoncer que cette période de soins est finie, qu'il va y avoir un petit peu ce retentissement de l'estime de soi qui va arriver dans ce moment un peu de ce qu'on appelle le creux de la vague. Une fois que les traitements sont finis, que l'oncologue dit on se revoit dans 6 mois pour les premiers contrôles, finalement c'est à ce moment-là où la patiente par exemple va se retrouver, comme le disait Frédéric, sans cheveux, avec un sein en moins, plus de cils, plus de sourcils, parfois une prise de poids ou une perte de poids importante, etc. Et toute cette problématique, en effet, au niveau de l'image corporelle. Et finalement, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une conscientisation finalement de cette altération de l'estime de soi. Et c'est quelque chose qu'on retrouve majoritairement dans l'après-traitement. Enfin, en tous les cas, moi en tant que socio-esthéticienne, c'est quelque chose que j'observe au quotidien dans ma pratique. Donc en effet, et ça a été quelque chose qui a été vraiment intéressant et très très riche pour moi dans ces 2 années de travaux avec le groupe expert, c'est qu'en fait on va voir que l'estime de soi est composée de plusieurs dimensions, en tous les cas de 5, et avec les travaux de recherche qu'on a fait au niveau de la littérature, on voit que c'est pas simplement la dimension du corps ou la dimension physique qui est en jeu, mais on voit que ça fait appel à beaucoup d'autres dimensions. La dimension cognitive, la dimension sociale, la dimension relationnelle, et toutes celles que vous allez pouvoir retrouver dans ce logigramme. Donc on voit finalement qu'il y a un certain nombre de dimensions qui vont être à interroger au cours de nos entretiens et qui vont possiblement venir altérer cette estime de soi que le patient va pouvoir ressentir. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui nous paraissait essentiel à vous faire passer comme message. En effet, l'estime de soi est composée d'au moins 5 dimensions, et on va pouvoir aussi observer, et ça c'était un autre message dont on avait vraiment envie de vous faire passer, c'est que les dimensions ne vont pas forcément être toutes impactées. Peut-être est-ce la dimension physique qui va être fortement impactée, ou la dimension cognitive, par exemple un patient qui avait une activité intellectuelle importante et pour qui il va y avoir ce déficit de la concentration, etc., comme on a pu le voir sur les présentations précédentes de ce matin, va se retrouver dans une altération de l'estime de lui-même. Donc là aussi, et peut-être que ça va pas se répartir de manière homogène aussi au niveau de cette atteinte. Donc vous voyez qu'il y a vraiment en effet un dialogue à instaurer avec le patient, un questionnement à faire, et c'est vrai que ça peut prendre du temps aussi, mais
je crois qu'en tant que soin de support, on a aussi ce luxe des fois de pouvoir prendre ce temps avec le patient et de pouvoir interroger peut-être un petit peu plus en détail l'ensemble de ces dimensions. Par des questions très simples, encore une fois, hein, il ne s'agit pas de faire un entretien comme les psychologues pourraient le faire, mais on voit avec des questions toutes simples, plus ou moins ouvertes, et ben on va pouvoir venir interroger ces différentes dimensions et de pouvoir repérer en effet si l'une d'elles va être impactée ou pas. Et puis en fait, tout simplement, comme on l'a dit depuis ce matin, c'est après de travailler en pluridisciplinarité avec les experts de chaque domaine. En effet, si la sphère intime va être touchée, moi facilement je vais réorienter vers ma consoeur oncosexologue Frédéric, par exemple. Voilà, par rapport à ce logigramme. Donc, en effet, si je synthétise, les séquelles peuvent être associées les unes aux autres. Alors, les dimensions de l'atteinte de l'estime de soi peuvent être associées les unes aux autres, mais les séquelles dont on a parlé depuis ce matin peuvent être associées les unes aux autres également, qui vont faire que ça va atteindre à l'estime de soi. Donc on voit que c'est quelque chose de très complexe et de très complet, l'estime de soi. Donc pour ça, bien évidemment, tout professionnel concerné va pouvoir venir interroger cette spécificité de l'estime de soi, et on revoit à droite sur le schéma qu'en effet l'estime de soi se situe un petit peu au centre de toutes les autres problématiques et de toutes les autres séquelles. Donc pour ça, en effet, on le redira, mais c'est de pouvoir créer ce maillage territorial avec les experts de chaque domaine. On a parlé beaucoup des réseaux, des associations depuis ce matin. Je crois qu'on va ressortir avec une boîte à outils très fournie ce soir. C'est aussi l'objectif de ces journées de partage. C'est aussi donc savoir bien sûr repérer, accompagner et réorienter. Ça c'est notre travail au quotidien. Et de vous redire à quel point, en effet, les séquelles sont bien souvent invisibles. En effet, on a souvent tendance à croire qu'un patient ORL à qui on va faire une chirurgie maxillofaciale, à qui on va poser une traque, ça va être un patient prioritaire ou en tous les cas qui va avoir une séquelle de l'estime de soi. Or, pas forcément. Il faut penser aussi peut-être à d'autres cancers qui vont altérer cette estime de soi avec peut-être des séquelles moins visibles, et notamment en hématologie. Toi, Julie, tu travailles beaucoup en hématologie, et finalement, on voit qu'aussi auprès de ces publics, avec des patients qui vont être avec des allogreffes, des traitements de chimiothérapie extrêmement lourds, finalement, c'est peut-être eux aussi qui vont avoir un retentissement au niveau de l'estime d'eux-mêmes, qui vont être aussi importants peut-être qu'un patient ORL avec des grosses chirurgie, voilà. Donc attention à nos propres représentations. C'était un petit peu le message qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui. Donc aller vers, là aussi, Frédéric le disait, sur toute la problématique de la santé sexuelle où les patients n'osent pas en parler, c'est un petit peu la même chose pour l'estime de soi. Donc aller vers le patient, questionner cette problématique de l'estime de soi et questionner le vécu, en effet, parce que là aussi encore, s'il y avait déjà un déficit de l'estime de soi avant la maladie, avec des patients qui déjà ne supportaient pas leur image, ne supportaient pas leur corps, avaient des difficultés au niveau cognitif, etc., la maladie ne viendra que réactiver et renforcer cette problématique de l'estime d'eux-mêmes. Le vivre avec, c'est entendre aussi le rythme du patient, et ça aussi c'était un autre message que l'on voulait vous faire passer aujourd'hui. C'est vrai que dans cette problématique de l'après-traitement et de la gestion de ces séquelles, on a aussi des fois envie que nos patients aillent mieux, vite, rapidement. Or, aller bien prend du temps, et des fois ça va prendre des mois, ça va prendre des années. On a nommé tous ces effets secondaires tardifs qui peuvent apparaître 10, 15 ans, 20 ans après les diagnostics et après les traitements. Donc le fait d'aller mieux, de se sentir mieux prend du temps, et en tant que soignant, il faut aussi l'accepter. En tous les cas, c'est quelque chose moi sur lequel j'ai pu cheminer et prendre conscience grâce à
à ces travaux. Et puis enfin, c'est potentialiser les ressources et les capacités des patients, et notamment grâce au programme d'éducation thérapeutique notamment, c'est de pouvoir repérer les leviers, pouvoir repérer les ressources, les capacités de nos patients pour qu'ils puissent aussi avoir les outils pour pouvoir reprendre soin d'eux-mêmes et retrouver cet amour pour eux-mêmes. Je terminerai ma partie avec, en effet, comment se former, où trouver des outils pour vous aider en tant que professionnel à traiter cette séquelle de l'estime de soi. Donc, on vous a mis un certain nombre de liens et de sources, mais on s'est aussi aperçu, et notamment avec Isabelle, on en parlait, qu'il y a quand même une absence d'outils qui traitent spécifiquement du sujet des séquelles et notamment de la séquelle de l'estime de soi. Donc une réflexion va être portée pour qu'il y ait peut-être un référentiel aussi avec l'AFSOS qui soit mené pour qu'on puisse continuer d'approfondir et d'enrichir notre réflexion sur ces travaux des séquelles de l'estime de soi. Et puis, du coup, pour résumer, je pense que vous l'aurez compris, et je pense que c'est un peu le message pour la totalité de la journée, c'est que c'est multidimensionnel. On parlera là aussi, du coup, des dimensions émotionnelles, l'humeur, et non le moral, j'en profite pour le placer. La dimension corporelle, cognitive, relationnelle, donc c'est tout ce qui a à faire de la relation de l'un ou l'autre, et le social dans le sens plutôt professionnel, dans les interactions socio-professionnelles. Donc ça, c'était vraiment notre message, si vous ne l'avez pas compris. Voilà. Ce qui est très, très important pour nous que vous entendiez, c'est que l'estime de soi, c'est une question de sentiment. Un sentiment de la personne qu'elle éprouve à l'égard d'elle-même. Il ne s'agit pas là de la question du regard de l'autre. Et évidemment, c'est une histoire de représentation de soi au sens de la valeur que l'on porte sur soi. Et puis, si on doit bien le définir, l'estime de soi, c'est à la fois l'image qu'on a de soi, c'est aussi la question de la confiance en soi et évidemment de l'amour que l'on se porte. Et puis, pour terminer, n'oubliez pas que tout n'est pas visible à l'œil nu. Donc, s'il vous plaît, continuez de vous interroger, continuez de nous interroger dans nos pratiques. Je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on est porteurs d'évoluer tous ensemble. Donc, on s'écoute, on s'entend et puis surtout interroger le patient de ce qu'il vit et surtout comment il le vit. Voilà, on vous remercie.